Bonjour Constantin Picramenos. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes directeur de recherche au cabinet CP Consulting, spécialiste de la Turquie, du renseignement et auteur de 2 livres, dont le dernier est La Turquie de 1923 à 2023, édition VA, et l'avant-dernier, très intéressant, sur les services secrets turcs, le MIT. Le MIT opère en Europe avec parmi ses missions la liquidation d'opposants kurdes. Pouvez-vous nous en dire plus ? Le service secret turc dirigé par Hakan Fidan depuis mai 2010 a été transformé les derniers 15 ans en un service très puissant, très opérationnel, spécialement en Europe et aussi en Syrie. Et quelle est la raison ? La présence des opposants au régime d'Erdogan, c'est-à-dire des membres de la confrérie Fethullah Gülen, mais aussi les membres du PKK, organisation terroriste selon l'Union européenne et les États-Unis. MIT a une mission hors du renseignement, une mission des opérations, soit de surveillance, de fichage et d'élimination au cas nécessaire des opposants kurdes et pas seulement. On voit bien qu'en Europe, mais aussi en Afrique et en Asie centrale, des équipes spécialisées du MIT procèdent aux opérations d'enlèvement avec la collaboration ou la tolérance des autorités locales pour amener des opposants et en Turquie de torturer des gens. On a des témoignages sur ça et après bien sûr juger et condamner pour terrorisme. Et il ne faut pas oublier qu'à Paris même, à côté de la gare du Nord, en 2013, si je me souviens bien, février 2013, 3 filles kurdes ont été assassinées avec des balles dans la tête au centre culturel kurde qui se trouve juste à côté de la gare du Nord. Les assassins présumés n'étaient jamais condamnés car il était mort à cause du cancer, mais c'était un Turc qui faisait partie de la tendance de l'Ougrie et la justice française, la DST à l'époque, ou si vous voulez la DGSI d'aujourd'hui, avait des preuves que ce monsieur-là est retourné plusieurs fois en Turquie pour recevoir des supports financiers et logistiques pour ces opérations. Donc, en conclusion, le MIT, si juge nécessaire de procéder aux éliminations, il ne va pas rendre compte de la réaction des gouvernements européens, il va faire des missions ciblées, comme on dit. Même aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle mon livre a décrit avec des détails et toutes ces opérations depuis l'arrivée de Hakan Fidan à la tête du service. D'accord. Dans le cadre de son soft power plus largement, on apprend dans votre livre l'existence d'une agence d'État aidant les étudiants de la diaspora en Europe à renforcer son appartenance identitaire turque. Il s'agit de la YTB, dirigée par des islamistes. Quel est son rôle exactement en Europe ? Et imaginez un organisme qui donne des bourses pour des études. Ça concerne qui? Ça concerne des citoyens européens d'origine turque, c'est-à-dire des immigrants deuxième, troisième génération qui habitent en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, des gens qui connaissent la langue locale, qui possèdent des passeports européens, mais qui sont d'origine des cultures turques ou kurdes. Quel intérêt pour Ankara? Ankara veut soit approcher et soit mettre ces gens et
sur la carte patriotique de le faire des agents dormants, comme on dit. Qu'est-ce que c'est un agent dormant? Si on a besoin de quelqu'un pour une opération précise, soit pour louer une voiture, soit pour louer un appartement, dans le cadre d'une opération, on les mobilise. Donc, on amène des étudiants de 18 ans, de 20 ans en Turquie pour faire des études. Tout est payé, financé par l'État turc, mais à la fin, quand ils prennent leur diplôme, qu'ils reviennent au pays d'origine, c'est-à-dire le pays où ils vivent, l'Allemagne, la France, on les immatricule. Immatriculer quelqu'un dans le langage du renseignement, c'est-à-dire le rendre un agent dormant. On va l'utiliser quand on juge nécessaire de l'utiliser. Cet organisme, le ITB, comme vous dites, est bien financé par l'État turc, travaille main dans la main avec les services secrets turcs. Il y a une bibliographie et des sources ouvertes et sur les réseaux Internet qui parlent des cas précis. Donc, en plus du soft power, comme vous dites, il y a aussi la carte du renseignement qui est très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a presque 4 millions de Turcs et Kurdes en Allemagne. Il y a 600 000 Turcs et Kurdes en France, presque demi-million en Autriche et en Suisse, et aussi 450 000 Turcs et Kurdes en Belgique. Si on fait le calcul total, on parle plus de 6 millions Turcs et Kurdes en Europe occidentale. Alors, c'est une base énorme que les mythes exploitent pour ses propres intérêts. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de proportions et d'importance numérique, en France, sur 2600 mosquées, 400 sont turques, dont 70 liés aux Miligorous, c'est-à-dire les frères jumeaux des frères musulmans, si on peut dire, et 253 sont pilotés par l'Union turco-islamique des affaires religieuses du ministère turc, la Diyanet. Comment la diaspora turque est-elle encadrée au sein de ces mosquées et quelle est la doctrine enseignée? Les mosquées, depuis les années 60, quand l'immigration turque commence d'arriver en Europe, et joue un rôle important. C'est autour de la mosquée et des imams. Il ne faut pas oublier que les imams turcs qui travaillent en Europe sont des fonctionnaires de l'État turc. Ils sont payés directement par les Diyanet. Les Diyanet, c'est l'organisme étatique turc. C'est un organisme public avec un budget qui dépasse de 1 milliard d'euros par an. Alors, on a beaucoup de rapports du renseignement interne allemand qui parlent des imams qui jouent à double jeu, c'est-à-dire hors leur propre boulot à la mosquée, il faut du profilage, comme on dit, il faut du fichage, soit sur les membres de la confrérie Gülen qui sont nombreux en Allemagne depuis 2016, soit sur les opposants ou les militants du PKK. Alors, les Miligürüş, qui fait partie du réseau mondial des frères musulmans, et Erdogan et ses copains, ses compagnons de route viennent de ces mouvements, qui est un mouvement pur et dur de l'islam politique turc, bien sûr, aujourd'hui, sont sous la tutelle, comme on dit, du régime d'Erdogan. Ça, c'est connu pour les spécialistes. Donc, si vous ajoutez Diyanet d'un côté et Miligürüş de l'autre côté, on parle d'un réseau qui échange des informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en parlant d'échange d'informations et de surveillance, on lit aussi dans votre livre que les services turcs sont très présents en Allemagne, où résident des millions de Turcs, ça on le sait, et ils auraient 800 agents animant un réseau de 6000 informateurs. Quel est le rôle de ces agents et de ces informateurs? Écoutez, on ne peut pas savoir exactement le nombre précis, mais on voit bien que le consulat turc, par exemple, à Strasbourg, joue un rôle très important
parce qu'il est proche des institutions européennes, soit le Parlement européen, soit les conseils d'Europe. On sait très bien que beaucoup de diplomates, en plus de leur boulot quotidien, aussi fournissent des informations à la direction du renseignement du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire que hors du mythe, il y a aussi un service de renseignement qui est intégré au ministère des Affaires étrangères turc. Donc aujourd'hui, avec Hakan Fidan comme ministre des Affaires étrangères, vous pouvez imaginer que le ministère, petit à petit, devient un mythe bis qui fournit aussi des informations. Et c'est normal pour moi, quand tu as une immigration qui tourne autour de 4 millions de personnes en Allemagne, d'avoir quelques milliers d'informateurs, soit payés, soit bénévoles, qui aident la patrie, c'est-à-dire la Turquie, et parce qu'ils pensent que c'est leur devoir patriotique et moral. Entendu. La Turquie use de l'arme migratoire pour intimider l'Union européenne, en réclamant des milliards pour retenir des centaines de milliers d'Afghans, Syriens, Africains qui transitent sur son territoire, en agitant cette menace. Pouvez-vous nous rappeler la substance de l'accord de mars 2016 entre l'UE et la Turquie? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce que des centaines de millions d'euros sont toujours versés à ce titre? En tant que grec, vous comprenez que cette question me concerne personnellement. Et j'ai fait mon service militaire en 2004 sur l'île de Lesbos, qui se trouve face en Turquie. C'est une des îles principales qui reçoivent des centaines et des centaines de clandestins avec la complicité des autorités turques, c'est-à-dire la gendarmerie maritime turque assiste les trafiquants qui amènent des clandestins sur les côtes grecques. Cet accord de 2016 prévoyait que chaque clandestin qui arrive au sol européen de la zone Schengen, c'est-à-dire les îles grecques, doit, et dans une période administrative très très courte, revenir en Turquie, c'est-à-dire la provenance, le pays de la provenance. Aujourd'hui, la Turquie applique plus cet accord. Ils mettent beaucoup d'obstacles bureaucratiques et ils ont touché presque des 6 milliards d'euros pour nourrir, soi-disant, des 3 millions de Syriens qui se trouvent sur le sol turc depuis la guerre civile en Syrie. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de phénomènes de malgestion, de corruption avec les ONG turques. Et tous les jours, à l'île de la rivière d'Evros qui joue les frontières naturelles entre la Grèce et la Turquie, c'est le passage des clandestins. Et des clandestins qui arrivent au sol grec, se présentent au commissariat, demandent l'asile politique, disent qu'ils sont membres de la confrérie Fethullah Gülen, très difficile à vérifier. Et les derniers mois, on voit que beaucoup de membres de la mafia turque viennent en Grèce et comme des opposants au régime, juste pour régler leurs comptes. C'est-à-dire qu'il y a des assassinats à Athènes même, dans les banlieues d'Athènes, entre différentes bandes criminelles turques qui viennent trouver refuge en Grèce en jouant sur la carte des opposants. Et alors, le pays, la Grèce se trouve dans une situation très délicate. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui entre et qui sort. Et bien sûr, Bruxelles ne veut pas voir tout ça. Il préfère négocier avec Erdogan. En plus, et maintenant avec la situation en Syrie, vous comprenez très bien qu'on ne peut pas éviter la Turquie comme un facteur intermédiaire. Donc la Grèce vit sa propre tragédie. La Turquie, c'est un voisin très difficile. Il ne veut pas négocier avec la Grèce, il ne veut plus négocier. Et il négocie directement
avec Bruxelles sur le dos de l'État grec. Pour revenir à la Syrie, les deux grandes forces en Syrie qui ont renversé le régime de Bachar el-Assad sont l'armée nationale syrienne, l'ANS, pilotée par la Turquie, et Hatem al-Sham, qui dirige maintenant le pays avec Al-Joulani. Ont-elles de bons rapports entre elles et qu'a obtenu l'ANS, les Turcs derrière, évidemment? Alors, pour parler très concrètement, il y a d'un côté l'organisation djihadiste qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire c'est l'organisation, l'ancien Front al-Nusra, comme on dit, de Jolani. C'est lui qui joue aujourd'hui le président de la Syrie. Il n'y a pas des élections, il est autoproclamé président, il faut préciser ça. En plus de cette bande djihadiste, il y a l'armée des rebelles turkmènes qui sont financés et formés, comme on dit, soit par les services turkmites, soit par l'armée turque directement. Aujourd'hui, il y a une coalition entre les Turkmènes d'un côté et Jolani de l'autre côté. Mais au début, on pensait que la Turquie a gagné, que la Syrie devient un protectorat turc. J'ai sorti un livre, ça fait 2 mois, basé sur la géographie de la Syrie, ce qu'on appelle qui est qui, pour savoir qui est qui. C'est un livre qui est sorti en grec et sortira aussi en France bientôt. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Jolani veut garder le pouvoir à Damas et il a compris qu'il ne peut pas se débarrasser des Kurdes. Alors, il a fait un deal avec les Kurdes proches du PKK pour transformer la Syrie progressivement à une confédération. D'un côté des Arabes sunnites, d'autre côté des Kurdes, et jouer la carte kurde. Pourquoi? Pour éviter le scénario B. Qu'est-ce que c'est le scénario B? Une partition pure et nette de la Syrie, avec un Kurdistan nord-est et un Arabistan, si on peut dire, c'est-à-dire des Syriens arabes, sud-ouest. Les Turcs, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent parce qu'ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas que les Kurdes qui sont contrôlés, les Kurdes syriens qui sont contrôlés par le PKK, et entrent dans les institutions de la Syrie et financés par les budgets d'État. Donc, ils cherchent à mettre des obstacles à Jolani pour éviter ce scénario qui est vraiment un scénario de cauchemar pour la sécurité nationale turque. Rien n'est joué, rien n'est gagné aujourd'hui pour la Turquie. J'insiste très fort sur ces sujets, sur ces thématiques. On verra ce qui va se passer. Pour l'instant, on avait quelques massacres à l'ouest de la Syrie où des bandes salafistes proches de Jolani ont massacré des Alaouites. C'est une communauté religieuse proche du chiisme iranien qui restait fidèle traditionnellement au régime de Bachar el-Assad. Mais l'avenir proche va nous montrer ce qui va se passer. Et concernant les 2 milliards d'euros promis par Ursula von der Leyen au nouveau gouvernement entre guillemets syrien, quelles sont les garanties que ces montants assez astronomiques qui va gérer sur place? Est-ce que l'Union européenne aura un réel contrôle sur l'utilisation de ces fonds? Donc, il voulait faire une cagnotte à Bruxelles récemment pour trouver d'argent et aussi lever les barcos qui existaient sur les transactions bancaires en Syrie. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Qui dirige? On ne sait pas qui dirige. Jolani, il contrôle Damas, et Alep, Hama et Homs. Il ne contrôle pas la Syrie. Les Kurdes sont bien placés. Pourquoi ils sont bien placés en Syrie? Parce qu'ils contrôlent les sources énergétiques, c'est-à-dire le pétrole et les gaz naturels.
Giuliani, s'il n'y a pas d'argent, il ne peut pas faire tourner l'État. Il ne peut pas faire tourner l'administration publique. Donc, il ne peut pas fournir des prestations basiques à la population. C'est la raison pour laquelle sa première visite officielle à l'étranger, ce n'était pas Ankara, c'était Riyad, c'était l'Arabie Saoudite, parce que l'argent se trouve là-bas. Et Erdogan a boudé. Erdogan ne voulait pas que Riyad prenne l'initiative pour relancer l'économie syrienne. On verra ce qui va se passer au niveau régional, mais les Européens, ils ne peuvent pas sortir un centime pour Giuliani à partir du moment qu'il n'y a aucune garantie sur la Constitution, sur la protection des minorités ethniques et religieuses, sur la protection des droits des femmes, parce que peut-être on voit Giuliani avec les costumes et les cravates, mais derrière, il y a des fanatiques. Son armée sont des anciens de Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire de l'Al-Qaïda de la Syrie. Il y a beaucoup d'eux qui traitent aujourd'hui Giuliani de traître. Pourquoi? Parce qu'il montre une image modérée qui est complètement à l'inverse de Giuliani avec les turbans qu'on avait l'habitude d'avoir depuis 2012. Donc la taquilla, comme on dit, un mot qui veut dire dissimulation en arabe, est complètement appliqué face aux Occidentaux et l'Union européenne juste pour les intérêts économiques et la survie de son régime. Entendu. Est-ce qu'il y a une nouvelle donne avec l'accession de Donald Trump au pouvoir? Quelle est l'approche de son administration vis-à-vis de la Turquie? Est-ce qu'on sait déjà des changements de pied Erdogan et Trump adorent la diplomatie privée. C'est-à-dire, on oublie les diplomates, on oublie les institutions internationales, on oublie les droits internationaux, on joue entre nous, on fait des deals. Mais tu ne peux pas faire des deals dans une communauté internationale qui avait l'habitude, depuis la Deuxième Guerre mondiale, de fonctionner sous les règles bien acceptées pour tout le monde. Ils sont autoritaires, tous les deux, ils sont populistes, tous les deux, et on verra bien s'ils peuvent être d'accord sur des sujets comme les droits des douanes, sur les sujets comme la gestion de la Syrie, sur les sujets comme la Russie et l'Ukraine, et aussi sur l'attaque potentielle américano-israélienne contre Téhéran. Parce que la Turquie d'Erdogan ne veut pas un changement du statut à Téhéran qui peut avoir des conséquences de tsunami, comme on dit, pour la Turquie même, c'est-à-dire pour sa propre sécurité nationale. Donc, beaucoup de sujets, et Trump n'est pas le seul qui décide, il a besoin toujours de l'accord du Pentagone et des stratèges du ministère de la Défense. Et Mario Rubio, il est très proche des Kurdes, donc il est en désaccord sur la position de laisser faire à Syrie. On verra très bien qui va dominer la ligne officielle de la politique américaine pour les Moyen-Orient. Pour l'instant, Trump, il est très copain avec Netanyahou. Il laisse l'initiative à Israël pour raser Gaza et sans la moindre opposition, mais sur les Kurdes, il y a différents lobbies qui jouent aujourd'hui à Washington. Entendu. Dans l'introduction de votre livre, le professeur de géopolitique Georges Philis nous apprend que les Turcs ont une doctrine maritime nommée la patrie bleue, visant à grignoter en mer Égée des zones dévolues normalement aux îles grecques. Pouvez-vous nous expliquer cette stratégie? Grosso modo, la Turquie n'accepte pas que les îles qui se trouvent dans la mer Égée,
la quasi-totalité appartient en Grèce. Ils n'acceptent pas alors que ces îles possèdent ce qu'on appelle la zone exclusive économique, soit pour la pêche, soit pour l'exploitation des sources énergétiques. Quelle est la réalité sur la mer? Tous les jours, il y a la marine turque qui veut faire obstacle même pour les câbles sous-marins, les câbles électriques pour transférer du courant électrique entre la Grèce et Chypre. Ce sont des projets financés par Bruxelles. Imaginez la schizophrénie. La Bruxelles donne l'argent en Turquie parce que la Turquie a toujours le statut d'un pays candidat à l'Union européenne. Au même temps, la Turquie fait obstacle aux projets européens financés par l'Union européenne qui concernent la liaison d'électricité entre les îles grecques et Chypre. Et bien sûr, Bruxelles tolère tout ça. Pour les Turcs, la mer Égée doit être divisée en deux, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir les contrôles aériens, maritimes, énergétiques, au moins sur 50% des mers Égées, là où se trouvent des dizaines et des centaines des îles grecques, des dizaines des îles grecques peuplées. Ce n'est pas des rochers, attention. Donc, imaginez qu'on est coincé et le scénario d'une guerre entre la Grèce et la Turquie, ce n'est pas exclu. Et on essaie de garder un sang-froid chaque fois pour éviter des accidents qui peuvent être militarisés immédiatement, mais on ne peut pas parler d'un voisinage pacifique. C'est une agression qui est brutale et qui met le gouvernement d'Athènes dans une situation très très difficile. Et on peut rappeler d'ailleurs que les crédits de préadhésion sont toujours versés par Bruxelles à la Turquie. La Turquie touche presque 1 milliard d'euros par an pour différents projets. Je vous donne un petit chiffre. Une ONG qui était établie par le fils de M. Erdogan. Le fils s'appelle Bilal Erdogan. Une ONG qui fait des manifestations de masse avec solidarité à Hamas. Hamas, organisation terroriste et membre de la Fédération internationale des frères musulmans. Donc, cette ONG a touché les derniers 10 ans presque 800 000 euros par l'Union européenne dans le cadre du projet Erasmus+, pour les soi-disant échanges culturels de la coexistence des civilisations et des religions avec des ONG européennes. Mais quand on gratte pour voir quelles sont ces associations européennes, on tombe toujours sur des associations proches des Milieux rouges ou des frères musulmans. Conclusion, l'argent du contribuable européen qui passe par Bruxelles finance directement ou indirectement des islamistes proches du Hamas qui sont basés en Turquie. Et Bruxelles laisse faire. C'est très inquiétant tout cela. Et bien, j'invite nos auditeurs à lire votre livre « Mythe, le service secret turc » aux éditions, chez VA Éditions. Constantin Picramenos, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine interview. Merci à vous.